est accompagné de plus ou moins près par le général d'armée Bernard Toret, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, et du lieutenant-colonel Hervé Moreau, commandant de l'escadre solaire d'Avord. Mon colonel, j'ai le sentiment que la base d'Avord est relativement méconnue par les habitants du Berry, de cette partie-là. Est-ce que vous souhaitez nous en dire quelques mots de présentation? Bien sûr, avec plaisir. Oui. Vous voulez que je le fasse maintenant? Oui. Alors, base d'Avord, c'est 2000 personnes. C'est une base aérienne à vocation nucléaire, c'est une base école, c'est une base transport, c'est une base chasse, c'est une base qui accueille aussi une escadre solaire avec de l'artillerie aérienne. Donc c'est en fait un outil de combat multimission. Mon personnel est largement employé en opération extérieure et sur le territoire national. Chaque fois que vous voyez un grand événement en France, ça peut être par exemple les Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris en 2024, donc le défilé du 14 juillet, soyez certains que vous avez du personnel d'abord qui est en protection de cet événement. On met en place des bulles de protection 3D à ce moment-là. Et donc on a des systèmes de défense solaire, on a même l'AWACS, vous savez cet avion avec le radar, qui est en l'air pour vérifier qu'il n'y ait pas de menace. Et puis mon personnel aujourd'hui est largement déployé en opération extérieure, notamment en Roumanie, pour protéger le ciel européen, le ciel de tous les pays de l'Alliance de l'OTAN. Et étant donné la situation actuelle, vous comprenez la gravité de la chose. Et la base aérienne d'Avord est enfin une base aérienne qui joue un rôle clé dans la dissuasion nucléaire. On s'entraîne toute l'année, en permanence, pour être en mesure de réaliser cette mission qui est essentielle. Et soyez certains d'une chose, c'est que nos compétiteurs stratégiques savent très bien qu'on est en mesure de réaliser cette mission si on devait avoir à employer nos équipements. Voilà, donc soyez très fiers des aviateurs qui sont dans le Berry, très fiers des aviateurs qui sont dans le Cher sur cette belle base aérienne d'Avord. Merci. Alors, je souhaite également la bienvenue à M. François Cormier-Bouligeon, notre député. Madame Sophie Chestier, vice-présidente du conseil départemental. Monsieur Laurent Pabiot, président de la communauté de communes Sancerrois, Pays Fort, Val-de-Loire et maire de Sancerre. Mesdames et messieurs les maires, que je ne peux évidemment pas citer individuellement, la Société des membres de la Légion d'honneur, comité Sancerre-Sologne, représenté par le colonel Jacques Suspect. Et nous accueillons également un invité d'honneur en la personne de Benoît Forest, professeur des écoles à l'ERE et qui a largement contribué à l'enrichissement de cette exposition pour la partie dédiée à la vie. Mesdames et messieurs, la Seconde Guerre mondiale, tout le monde ici en a entendu parler. Tout le monde ici en connaît les principaux événements qui en ont marqué le déroulement, à commencer par l'invasion de mai 40, l'effondrement de l'armée française, l'armistice, l'occupation de la France et la création de la zone libre, l'attaque du Troisième Reich, l'attaque de la Russie par le Troisième Reich, l'entrée en guerre des États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, et ainsi de suite. Je pourrais en citer. De la même façon, nous avons tous en mémoire les noms de Charles de Gaulle, Jean Moulin, Philippe Leclerc de Haute-Cloque et Philippe Pétain, Pierre Laval et Joseph Darnan, pour ne citer que. Ces événements majeurs et ces hommes célèbres, pas tous pour les mêmes raisons, appartiennent en fait à ce qu'on pourrait appeler la grande histoire. La grande histoire, celle qu'on trouve dans nos manuels scolaires, celle qu'on retrouve régulièrement dans tous les documentaires diffusés à la télévision, et ceux dont on parle lors de chaque commémoration. Donc la grande histoire n'a pas de souci à se faire concernant sa transmission de génération en génération. Elle fait l'objet de rappels réguliers, relayés par les médias. Ce qu'on connaît moins, voire pas du tout, c'est ce que je me permettrais de qualifier de petite histoire, sans qu'on puisse y voir la moindre connotation péjorative. La petite histoire, c'est l'ensemble de tous les événements intervenus localement, qui n'ont pas eu de retentissement national ou qui sont progressivement tombés dans l'oubli de la mémoire nationale, et qui sont souvent le fait de personnes anonymes ayant agi dans l'ombre et qui ont contribué à l'écriture de la grande histoire par leurs
leurs actes héroïques, souvent réalisés au péril, quand ça n'était pas au prix de leur vie. À l'époque, on n'avait pas pour préoccupation principale de faire valoir ses droits, on pensait avant tout à ses devoirs, comme le rappelait Daniel Cordier, résistant de la toute première heure, peu de temps avant de nous quitter. Ainsi, on se souvient bien des prouesses réalisées par les aviateurs de toute nationalité qui ont contribué à gagner la bataille d'Angleterre, mais qui, à part les gens de la région, connaissent l'histoire de ce B-17 envoyé en mission de bombardement sur la ville de Chemnitz, touché par la DCA allemande et contraint de s'opposer au point culminant d'Assigny, le fait des mains. Il existe une page Wikipédia dédiée à ce bombardier américain. Cette page cite les B-17 les plus célèbres et celui-ci, le nôtre, n'y est même pas mentionné. Le mardi 6 février 1945, un brouillard glacé couvre le pays fort. Soudain, un bruit d'hélice perce le crépuscule. Un avion passe et repasse au-dessus de la colline du Fait-des-Marnes, à Assigny. Pour mémoire, la FLAC, c'était l'abréviation de Flugabwehrkanone. Ça n'était pas, comme certains Bretons le prétendent, la Fédération Lanyonaise des amateurs de couignard. C'était la DCA allemande. On se souvient bien du massacre d'Oradour-sur-Glane, mais qui, à part les gens de la région, se souviennent de celui des Puy-de-Guéry? On a en tête les noms des résistants que furent Lucie Aubrac, Pierre Brossolette ou Henri Roltangui. Mais qu'en est-il de Camille Leral, André Pontoiseau et Arnaud de Vaugué, qui ont pourtant animé les réseaux de résistance du Cher? Ces quelques exemples, il pourrait y en avoir d'autres, illustrent bien le nécessaire devoir de mémoire qui échoua aux générations successives, afin que les hommes qui se sont illustrés et à qui nous devons notre liberté d'aujourd'hui et les actions qu'ils ont réalisées ne sombrent pas progressivement dans l'oubli, et notamment vis-à-vis des jeunes générations. C'est ce devoir de mémoire qui a motivé et guidé la démarche de notre association, concrétisée par cette exposition que nous présentons aujourd'hui, qui est centrée principalement sur Assigny. Quand je parle des jeunes générations, je réalise qu'il n'y a pas si longtemps, j'en faisais partie. Mais bon, je m'égare. Avant de vous laisser découvrir les éléments présentés ici, je voudrais chaudement remercier nos amis de la base d'abord, qui ont trouvé la disponibilité pour venir visiter notre exposition, malgré des journées que j'imagine extrêmement occupées, comme la France des années 40. Je remercie nos élus pour les mêmes raisons. Monsieur Benoît Forest pour sa contribution et son aide, la municipalité d'Assigny et notamment Monsieur Godon Patrick pour la mise à disposition de la salle et Sandrine, la perle des secrétaires de mairie, pour sa disponibilité et son aide. Et enfin les membres de notre association, Abeilles et Bourdons Laborieux, qui n'ont compté ni leur temps ni leurs efforts pour construire tout ça. Avant de vous laisser découvrir et prendre le verre de l'amitié, je ne résiste pas à l'envie de vous livrer une petite anecdote. Vous verrez sur le panneau des prisonniers de guerre une petite page dédiée à un prisonnier de guerre allemand qui a été employé à la ferme du château de la Vallée, puis à la ferme des Amelot, et qui, après la guerre, a pris la décision de s'installer à Assigny, où il a fini sa vie et il repose maintenant au cimetière. Ce prisonnier s'appelait Gerhard Kracht, mais j'en ai toujours entendu parler sous le nom de Plouba. Pourquoi Plouba? Donc j'ai enquêté et j'ai fini par obtenir la réponse d'une des membres de notre association,
mémoire vivante d'Adam, qui m'a expliqué que Gerhardt était employé à la ferme du château de la Vallée et il logeait dans le pigeonnier avec un autre ouvrier agricole. Et cet autre ouvrier agricole, de temps en temps, contrairement aux consignes reçues, faisait monter une dame dans leur logement. Et ça n'était pas pour lui montrer sa collection de timbres. Et lorsque leur boucoulade prenait un petit peu trop d'ampleur et devenait trop sonore, Gerhardt allait les voir et leur disait « Plus bas, plus bas !» C'est ainsi que ce surnom lui a collé à la peau jusqu'à la fin. J'en ai terminé. Je vous laisse donc prendre le verre de l'amitié qui risque d'être un petit peu arrosé et découvrir les travaux réalisés, les panneaux exposés.